La pluie martelait les vitres du train comme un avertissement divin, et Benjamin, serré dans son manteau usé, fixait le paysage flou de la campagne française qui défilait. À 19 ans, il avait fui l'Amérique avec un billet aller simple et un cœur en miettes, mais ce qu'il ignorait, c'est que le destin l'attendait à Paris, tapi dans l'ombre d'un manoir haussmannien. Soudain, le convoi s'arrêta en gare de Lyon, et une voix rauque, chargée d'un accent américain francisé, résonna dans le wagon. « Benjamin Harlow ? C'est toi, le gamin que nous adoptons ?» Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Adopté. À son âge. Par des inconnus. Il leva les yeux, et là, sous l'auvent bondé, se dressait un couple impeccable, Elisabeth, une femme aux cheveux blonds platine relevés en chignon sévère, vêtue d'un tailleur Chanel qui hurlait l'opulence new-yorkaise transplantée en France, et Henri Duval, un magnate de la finance franco-américain, costume 3 pièces sur mesure, moustache taillée au millimètre, regard d'acier qui avait conquis Wall Street avant de s'installer sur les bords de la Seine. Ils étaient riches, oui, mais pas du genre discret. Leur fortune, bâtie sur des fusions-acquisitions impitoyables, puait le pouvoir absolu, celui qui achète des vies comme on acquiert des propriétés. « Viens, mon garçon, dit Elisabeth d'une voix mielleuse, en tendant une main gantée de cuir. Nous t'avons choisi parce que tu ressembles à notre fils. Perdu, orphelin d'un monde qui ne te comprend pas. » Benjamin hésita, son sac à dos râpé comme unique bagage, mais il n'avait nulle part où aller. Ses parents biologiques, terrassés par une overdose collective à Détroit, l'avaient laissé seul avec des dettes et des souvenirs empoisonnés. Ici, en France, c'était une seconde chance. Ou une prison dorée. Le trajet en Rolls-Royce jusqu'au 16e arrondissement fut un silence pesant, ponctué par les confidences d'Henri sur leur projet familial. Il n'avait qu'un fils, Romain, 22 ans, étudiant en architecture à la Sorbonne, un prodige tourmenté qui refusait toute attache. « Il a besoin d'un frère, expliqua Henri, les yeux rivés sur la tour Eiffel qui scintillait au loin. Et toi, tu as besoin de structure. C'est un échange équitable. » Benjamin hocha la tête, mais au fond de lui, une étincelle de méfiance crépitait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La maison au nom, le palais s'ouvrait sur un vestibule aux marbres italiens et aux lustres en cristal de Baccarat. Des domestiques en livrée discrète prirent son manteau, et pour la première fois depuis des mois, Benjamin se sentit minuscule, un intrus dans ce décor de roman de Balzac revisité par Hollywood. Romain est en haut, annonça Elisabeth en montant l'escalier en colimaçon, ses talons claquant comme des coups de fouet. Il t'attend. Soyez polis, tous les deux. La porte de la chambre s'entr'ouvrit sur un jeune homme aux épaules larges, vêtu d'un pull en cachemire gris qui moulait un torse athlétique. Romain Duval. Cheveux châtains en bataille, yeux verts perçants comme ceux d'un loup des steppes, et un sourire en coin qui masquait une tempête intérieure. Salut, frangin, lança-t-il d'une voix traînante, teintée d'un cynisme américain hérité de ses parents expatriés. Mais dans ce frangin, il y avait une note fausse, un sous-entendu que Benjamin capta aussitôt, un appel au secours, ou pire, une invitation au chaos. Le dîner ce soir-là fut un théâtre masqué. Autour de la table en acajou, chargée de foie gras et de château Margaux, Henri discourait sur les marchés boursiers, Elisabeth sur les galas de l'opéra. Romain, assis en face de Benjamin, jouait avec sa fourchette, ses pieds nus effleurant accidentellement ou non la cheville de l'invité sous la nappe. Un frisson remonta l'échine de Benjamin, mélange de peur et d'excitation interdite. Il avait toujours su qu'il aimait les garçons, depuis ce baiser volé dans les vestiaires du lycée à Détroit, mais ici, dans cette cage de luxe, c'était comme allumer une allumette dans une poudrière. Cette nuit-là, incapable de dormir sur son lit à baldaquin, Benjamin erra dans les couloirs sombres. La maison respirait l'opulence étouffante, portrait d'ancêtres fictifs, bibliothèque remplie de tomes reliés or qui n'avaient jamais été ouverts. Il poussa une porte entr'ouverte et se retrouva dans une salle de bains adjacente à la suite de Romain. Au centre, un miroir ancien, immense, encadré d'or ciselé, reflétait la lune filtrant par les fenêtres. Il s'approcha, curieux, et posa une main sur le verre froid. Son reflet le fixait, un garçon aux traits fins, aux boucles noires en désordre, aux yeux bruns hantés par la perte. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-il à son image. Derrière lui, une ombre se matérialisa. Romain, torse nu, seulement vêtu d'un pantalon de pyjama bas sur les hanches, le regard fiévreux. « Le fantôme de la maison » répondit-il à voix basse, s'approchant si près que leurs souffles se mêlèrent. « Et toi, l'intrus qui va tout changer ?» Sans un mot de plus, Romain leva la main, effleura la joue de Benjamin, et leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser vorace, désespéré, comme si le monde entier pouvait s'effondrer à cet instant.
Le miroir les renvoyait l'un à l'autre, doubles amoureux dans la pénombre, scellant un pacte secret sous les yeux impassibles du verre. Les jours suivants s'écoulèrent dans une danse clandestine. Par le jour, Benjamin jouait le rôle du frère adoptif modèle, cours de français accéléré avec un tuteur privé, visite au Louvre sous l'escorte d'Elisabeth, qui le couvrait de cadeaux aux montres Rolex, veston sur mesure comme on part un jouet. « Tu es notre miracle », susurrait-elle, ignorant les regards obliques que Romain et lui échangeaient par-dessus les assiettes de petit déjeuner. Henri, absorbé par ces deals transatlantiques, ne remarquait rien, ou feignait de ne rien voir. Mais les nuits appartenaient à eux. Romain, avec son charisme magnétique et ses cicatrices invisibles, un coming out raté à l'université, une relation toxique avec un professeur plus âgé qui l'avait brisé, initiait Benjamin au mystère de Paris. Il s'échappait par la porte de service, main dans la main sous les capuches des hoodies volés dans le dressing de Romain. Les ruelles du Marais, ces artères pulsantes de la vie gay parisienne, devenaient leur terrain de jeu. Un café clandestin où des drag queens chantaient Édith Piaf en falsetto, un club souterrain aux murs tapissés de velours rouge, où leur corps se frôlait dans la foule anonyme, langue et sueur se mêlant au rythme d'une techno lancinante. « Tu me rends vivant », confia Romain un soir, allongé sur les toits des Tuileries, une bouteille de vin rosé bon marché à la main. Benjamin, la tête sur son épaule, écoutait le cœur de l'autre battre comme un tambour de guerre. Mes parents m'ont construit comme un empire, solide dehors, creux dedans. Toi, tu es la faille qui laisse entrer la lumière. Benjamin rit doucement, mais une ombre passa dans ses yeux. Il n'était pas là par hasard, une lettre anonyme, glissée dans sa boîte aux lettres à Détroit, l'avait guidé jusqu'ici. Viens en France. Les Duval t'attendent. Ils ont besoin de toi plus que tu ne le penses. Signé d'une initiale, R. Leur amour grandissait, fiévreux, comme une rose noire dans un jardin trop bien taillé. Romain dessinait des plans d'architecture inspirés par le corps de Benjamin aux courbes de hanches devenant arches gothiques, lèvres charnues se muant en portail orné. Benjamin, en retour, écrivait des poèmes furtifs sur des bouts de papier, des vers en anglais brut que Romain traduisait en français lyrique. « Ton corps est une cathédrale où je prie », murmurait-il en traçant des doigts les tatouages discrets sur les côtes de Benjamin, souvenir d'une jeunesse rebelle aux États-Unis. Pourtant, les fissures apparurent vite. Élisabeth, avec son intuition de femme d'affaires, remarqua les regards trop longs, les absences synchronisées. « Romain, sois gentil avec ton frère », dit-elle un matin, un sourire crispé aux lèvres. Il est fragile, comme un vase Ming. Henri, lui, convia Benjamin à son bureau, une tour de verre dominant la défense. « Fils, nous t'avons choisi parce que tu as du feu dans les veines. Mais souviens-toi, dans cette famille, on protège les secrets, on ne les crée pas. » Était-ce une menace voilée? Benjamin quitta la pièce le cœur serré, se demandant si le miroir de cette nuit fatidique n'avait pas déjà tout vu. Un soir d'orage, alors que la foudre zébrait le ciel parisien, Romain attira Benjamin dans la bibliothèque familiale, un sanctuaire de bois sombre et d'odeur de cuir ancien. Ils s'embrassèrent contre les rayonnages, livres tombant en cascade comme des confettis d'un amour défendu. « Je t'aime », souffla Romain pour la première fois, ses mains tremblantes sur la peau nue de Benjamin. Pas comme un frère. Comme un amant. Pour toujours. Les larmes perlèrent aux yeux de Benjamin, c'était la promesse qu'il n'avait jamais osé espérer. Mais dehors, la pluie redoublait, et dans le reflet d'une fenêtre, une silhouette les observait, un majordome fidèle, ou pire, un piège tendu par le destin. Les semaines se muèrent en mois, et Paris, cette sirène aux 1000 visages, enveloppa leur idylle d'un voile de normalité illusoire. Benjamin s'adaptait, il apprenait le français avec une aisance surprenante, ses origines ouvrières américaines se fondant dans l'élégance forcée des Duval. Romain l'emmenait en escapade secrète, un pique-nique au bord de la Seine au lever du soleil, où il se baignait nu dans l'eau froide, riant comme des gosses, une nuit au Père-Lachaise, allongé sur la tombe d'Oscar Wilde, récitant des sonnets interdits sous les cyprès centenaires. « Nous sommes des exilés », disait Romain, sa voix un murmure rauque contre l'oreille de Benjamin. Mais ensemble, nous réécrivons l'histoire. Pourtant, sous cette romance en technicolore, les ombres s'allongeaient. Henri, avec son flair pour les faiblesses humaines, commença à poser des questions. Lors d'un dîner d'affaires au Plaza Athénée, entouré de banquiers en smoking, il glissa à Benjamin, « Tu sais, fiston, j'ai tout perdu une fois. Ma première femme, emportée par le cancer. Romain était petit. J'ai juré de le protéger à tout prix. Même de lui-même. » Le sous-texte était clair, la famille Duval tolérait les écarts, mais pas les scandales. Benjamin acquiesça, le gosier serré,
tandis que Romain, de l'autre bout de la table, lui lançait un regard suppliant au tien bon. Élisabeth, elle, jouait un jeu plus subtil. Elle offrait à Benjamin des livres sur l'art parisien en Cocteau, Genet, des clins d'œil déguisés en culture. Lis ça, chérie. Ça t'aidera à te trouver. Mais dans ses yeux bleus, froids comme l'acier, Benjamin lisait la manipulation, elle savait, ou devinait, et elle tissait sa toile. Un après-midi, seule avec lui dans le salon, elle versa du thé d'Argeling et lâcha, Romain a toujours été spécial. Un esprit libre, comme son père. Mais l'amour, vrai amour, ça exige des sacrifices. Es-tu prêt à en faire, pour nous tous? Benjamin rougit, balbutia une réponse évasive, mais le doute s'insinua, était-il un pion dans un échiquier familial plus grand? Leur passion, elle, brûlait plus vive que jamais. Une nuit, après une dispute avec Henri sur son avenir, l'architecture. Ridicule. Rejoins la finance, ou perds ton héritage. Romain surgit dans la chambre de Benjamin, les poings serrés, les yeux rougis. Je l'ai, cracha-t-il, arrachant sa chemise d'un geste rageur. Benjamin le prit dans ses bras, l'allongea sur le lit, et leurs corps s'unirent dans une étreinte furieuse, possessive. Peau contre peau, sueur et larmes se mêlant, Romain murmura des promesses brisées, on s'enfuira. Vers l'Italie, ou New York. Loin de ces chaînes dorées. Benjamin, haletant, acquiesça, mais au fond, il savait, fuir signifiait abandonner la seule famille qu'il ait jamais eue, aussi toxique soit-elle. Le point de rupture survint lors d'une soirée mondaine au musée d'Orsay. Les Duval y organisaient un gala pour une fondation caritative Ironie du sort, dédiée à l'inclusion LGBTQ+, un alibi philanthropique pour blanchir leur conservatisme latent. Benjamin, en smoking prêté par Romain, se sentait comme un imposteur parmi les célébrités et les mécènes. Romain, rayonnant en queue de pie, dansait avec des mannequins filiformes, mais ses yeux revenaient sans cesse à Benjamin, planté près du buffet, un verre de champagne à la main. C'est là que tout bascula. Une femme élégante, la quarantaine sophistiquée, s'approcha de Benjamin, Claire, une amie d'Élisabeth, avocate en droits humains. Tu es le nouveau Duval, n'est-ce pas? Le frère adoptif. Son sourire était complice, trop complice. Romain parle beaucoup de toi. En bien. Benjamin sentit son estomac se nouer. Parle? À qui? Claire se pencha, voix basse, écoute, petit. J'ai vu comment il te regarde. Comme si tu étais son oxygène. Mais méfie-toi, les Duval protègent leurs secrets comme des brevets. Si ça éclate, ce sera toi le bouc émissaire. Le cœur battant, Benjamin s'éclipsa vers les toilettes, un antre de marbre au miroir baroque. Il s'aspergea le visage, tentant de chasser la paranoïa, quand Romain entra, verrouillant la porte derrière lui. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il, alarmé, en encadrant le visage de Benjamin de ses mains. Les mots jaillirent alors, un torrent, la méfiance, les allusions, la peur d'être utilisé. Romain pâlit, puis l'embrassa avec une urgence désespérée, leur corps pressés contre le lavabo. « Je t'aime, bordel. Plus que tout. On affrontera ça ensemble. » Mais au milieu de leur étreinte, un bruit, la porte grinça, et dans le reflet du miroir, Benjamin aperçut une ombre Élisabeth, figée, les yeux écarquillés d'horreur et de calcul. Le lendemain, la maison bruissait d'une tension électrique. Henri convoqua une réunion familiale dans le bureau, un cachot de chaînes et de dossiers confidentiels. « Assieds-toi, Benjamin, ordonna-t-il, sa voix un grondement sourd. Romain, à ses côtés, serrait les dents. Élisabeth, théâtrale, porta une main à sa poitrine, « Mon Dieu, ce que j'ai vu hier. C'est une abomination. Ou une opportunité ?» Les mots tombèrent comme des couperets. Elle savait tout, l'adoption n'était pas un acte de charité, mais un stratagème. Nous t'avons choisi parce que Romain nous a suppliés. Il t'avait rencontré en ligne, des mois avant, lors d'un voyage à New York. Il voulait te sauver, te faire entrer dans la famille pour vous cacher. Mais maintenant, c'est fini. Soit vous vous séparez, soit nous coupons les vivres à Romain. La trahison frappa Benjamin comme un uppercut. Romain l'avait manipulé? L'avait-il vraiment aimé, ou était-ce un caprice de riche? C'est faux, hurla Romain, bondissant sur ses pieds. Je t'aime, Benjamin. C'était pour nous protéger, pas pour te piéger. Mais les preuves surgirent, des emails, des captures d'écran,
une correspondance fiévreuse où Romain suppliait ses parents d'adopter cet ange perdu ou pour le garder près de lui. Benjamin recula, le monde chavirant. Tu m'as menti. Depuis le début. Henri, impitoyable, posa la sentence, Romain, tu as 24 heures pour raisonner ton frère. Sinon, Benjamin repart les mains vides, et toi, tu perds tout. La porte claqua, laissant Romain et Benjamin seuls dans le silence assourdissant. Pardonne-moi, implora Romain, à genoux, les larmes coulant sur ses joues. C'était de l'amour, déformé par la peur. Benjamin, brisé, secoua la tête. L'amour ne ment pas. Il révèle. Il s'enfuit dans sa chambre, verrouillant la porte, tandis que dehors, Paris grondait sous un ciel d'orage, miroir cruel de son âme déchirée. Cette nuit-là, Benjamin ne dormit pas. Il fouilla les tiroirs de Romain, par curiosité malsaine, et trouva un journal intime, relié en cuir souple. Les pages, couvertes d'une écriture nerveuse, déversaient un amour pur, obsessionnel, description de leur premier regard virtuel sur une nappe de voyage, rêve d'une vie commune loin des Duval. Benjamin est ma lumière dans cette prison dorée, écrivait Romain. Je ferai n'importe quoi pour le garder. Les larmes brouillèrent l'encre, et Benjamin comprit, la trahison n'était pas dans l'acte, mais dans le silence. Pourtant, pouvait-il pardonner? Le miroir de la salle de bain, témoin muet, semblait le narguer depuis le couloir. Le matin apporta une trêve fragile. Romain glissa une lettre sous la porte, rencontrons-nous au Pont des Arts. Midi, laisse-moi t'expliquer. Benjamin y alla, le cœur en lambeaux, la scène en contrebas comme un ruban d'argent liquide. Romain l'attendait, un bouquet de roses thé à la main au cliché romantique, mais sincère. Je suis un lâche, avoua-t-il, la voix brisée. Peur de les perdre, peur de te perdre. Mais sans toi, je ne suis rien. Ils s'assirent sur le pont, cadenas d'amoureux accrochés partout comme des promesses rouillées. Benjamin posa sa tête sur l'épaule de Romain, et pour un instant, le monde s'apaisa. On essaie, murmura-t-il. Mais plus de secrets. Hélas, la paix fut éphémère. Ce soir-là, au dîner, Henri annonça un cadeau, un voyage d'affaires à Genève pour Romain et Benjamin, pour renforcer les liens fraternels. Sous les sourires forcés, Benjamin décela le piège, une surveillance, un test. Et dans les yeux d'Élisabeth, une lueur de triomphe. Leur amour, ce feu volé, allait-il survivre à la machine Duval? Genève s'annonçait comme un répit, une bulle de neutralité suisse au milieu du tourbillon parisien. L'avion privé des Duval atterrit sous un ciel alpin clair, et Henri, avec un clin d'œil paternaliste, les laissa à l'hôtel Beau Rivage, un bastion de luxe au bord du lac Léman. Amusez-vous, les garçons. Mais rappelez-vous, la famille passe avant tout. Romain serra les dents, tandis que Benjamin, mal à l'aise dans son costume neuf, hochait la tête. Dès que la limousine s'éloigna, Romain prit la main de Benjamin, c'est notre chance. Oublions Paris, soyons-nous. L'hôtel était un rêve éveillé, suite au balcon donnant sur les eaux miroitantes, restaurants étoilés servant des filets de perche au beurre blanc. Ils passèrent les premiers jours en touristes amoureux aux promenades dans le vieux quartier, visite au jet d'eau où l'écume les aspergeait comme une bénédiction païenne. Le soir, dans leur chambre au drap en lin égyptien, leur intimité renaissait, plus profonde, plus vulnérable. Romain, nu sous la lumière tamisée, traçait des motifs sur le dos de Benjamin avec ses lèvres, ici, une cicatrice de ton passé. Là, une promesse pour l'avenir. Benjamin, abandonné à ses caresses, sentait les murs de sa méfiance s'effriter. Je te crois, chuchotait-il. Mais jure-moi la vérité, toujours. Pourtant, Genève n'était pas un sanctuaire. Le deuxième soir, lors d'un dîner au Café de la Paix, Romain reçut un appel, sa mère, Élisabeth, voix suave mais acérée. Profite bien, mon chéri. Mais n'oublie pas, Benjamin est ton frère, maintenant. Toute incartade serait regrettable. Romain raccrocha, blême, et confia à Benjamin, il nous surveille. Un détective privé, probablement. Henri ne laisse rien au hasard. La paranoïa s'installa, transformant chaque regard complice en risque. Il se retint en public, se frôlant seulement du bout des doigts sous la table, mais la tension attisait leur désir. Une nuit, après une bouteille de Chablis trop généreuse, ils firent l'amour sur le balcon, le vent du lac caressant leur corps entrelacés, les étoiles suisses comme témoins indifférents. Le troisième jour apporta le coup de grâce. Invité à une réception au CERN, Henri avait des contacts dans la finance scientifique,
ils se retrouvèrent parmi des physiciens échevelés et des philanthropes en smoking. Benjamin, impressionné par les discours sur les particules et les univers parallèles, se détendit enfin. Imagine, dit-il à Romain en sirotant un kir, si on vivait dans un monde où l'amour n'a pas de nom. Romain sourit, mais ses yeux scrutaient la foule. Et là, au milieu des convives, surgit Claire, l'avocate de Paris, un verre à la main, sourire de requin. Quelle coïncidence, minauda-t-elle. Elisabeth m'envoie vous saluer. Le piège se referma lors d'une pause dans les jardins du Cerne, sous des sculptures abstraites évoquant des atomes en fusion. Claire, directe comme une lame, coinça Romain, ton petit jeu est fini. Tes parents savent tout. L'adoption, les nuits volées. Il te propose un marché, romps avec lui, et tu hérites. Sinon, Benjamin est renvoyé à ses ruines américaines, sans un sou. Romain, furieux, la gifla verbalement, espèce de marionnette. Sors de notre vie. Mais Claire rit, froide, c'est trop tard. J'ai des photos. De vous deux, au pont des Arts. Intime. Elle s'éloigna, laissant Romain effondré contre un banc. Benjamin, qui avait tout entendu depuis l'ombre d'un bosquet, sentit le sol se dérober. Des photos? Tu le savais? Romain se tourna, suppliant, non. Je te jure, c'est leur vengeance. Mais le doute, ce poison lent, avait déjà infiltré. Ils rentrèrent à l'hôtel en silence, le lac Léman reflétant un ciel orageux comme un miroir brisé. Dans la suite, l'explosion fut inévitable. Tu m'as utilisé comme bouclier, hurla Benjamin, jetant son verre contre le mur. Les éclats de cristal scintillèrent comme des larmes gelées. Romain, acculé, avoua enfin, au début, oui. J'avais peur. Mais maintenant, c'est réel. Tu es ma vie. Ils se battirent, mots et poings, jusqu'à ce que la passion les terrasse à nouveau une réconciliation violente, corps nus sur le tapis persan, où la douleur se muait en extase. Le retour à Paris fut un vol cauchemardesque, coincés côte à côte dans le jet, regard fuyant. Henri les accueillit à l'aéroport avec un sourire carnassier, bien reposé, messieurs. J'ai une surprise. De retour au manoir, la surprise se révéla, un contrat, rédigé par Claire. Benjamin devait signer une clause de confidentialité au silence éternel sur toute affaire familiale en échange d'une allocation mensuelle généreuse. Pour ton éducation, précisa Henri. Ou ton silence. Romain, horrifié, tenta d'intervenir, papa, arrête ça. Mais Elisabeth, d'une voix doucereuse, coupa, c'est pour le bien de tous. Romain, pense à ton avenir. La nuit qui suivit fut un enfer. Benjamin, enfermé dans sa chambre, pleura jusqu'à l'aube, le miroir de la salle de bain devenu un accusateur muet. Son reflet n'était plus celui d'un amant, mais d'un pantin. Romain força la porte à l'aube, les yeux cernés, une valise à la main. On part. Ce soir. J'ai de l'argent de côté, des amis à Berlin. Benjamin hésita, le cœur déchiré entre l'amour et la fierté blessée. Et si c'était encore un mensonge? Romain s'agenouilla, prit sa main, regarde-moi. Dans les yeux. Je t'aime plus que l'héritage, plus que la peur. Pour la première fois, Benjamin vit la vérité nue, un homme brisé, prêt à tout sacrifier. Ils planifièrent l'évasion comme un braquage, train de nuit pour Strasbourg, puis vol le coste vers l'Allemagne. Mais le destin, ce farceur cruel, intervint. Au moment de quitter la maison, alourdis par des sacs à dos, ils croisèrent Henri dans le vestibule. « Où allez-vous, comme ça » demanda-t-il, calme comme un lac avant la tempête. Romain, droit, répondit, loin d'ici. Avec l'homme que j'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri, pour la première fois, sembla vieillir d'un siècle. Tu me tues, fils. Pas de cris, pas de violence, juste une résignation amère. Elisabeth, surgissant des ombres, pleura, reviens. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie, un départ séparé. Mais Romain tint bon, Benjamin à ses côtés. Ils franchirent la porte, la pluie parisienne les lavant comme un baptême. Dans le taxi vers la gare, enlacés sur la banquette arrière, ils crurent à la liberté. Erreur fatale. À la gare de Lyon, au milieu de la foule grouillante, Claire les intercepta, flanquée de 2 agents de sécurité privée. Ordre de Monsieur Duval, dit-elle, triomphante. Romain, tu es mineur aux yeux de la loi familiale, ton héritage est gelé jusqu'à tes 25 ans. Signe ça,
ou perd tout. Elle brandit un papier, renonciation à Benjamin, en échange de la fortune. Le chaos éclata. Romain hurla, Benjamin se débattit, mais les gardes les séparèrent. « Lâchez-moi » cria Benjamin, un coup de poing atterrissant sur la mâchoire de l'un d'eux. Romain, plaqué au sol, sanglotait, « Je t'aime. Attends-moi. » La police intervint, alertée par le tumulte, et dans la confusion, Benjamin fut traîné vers une voiture banalisée. « Pour ta sécurité » mentit Claire. Emmené dans un hôtel anonyme en banlieue, il y fut consigné sous surveillance, le téléphone confisqué, un conseiller à sa porte. « C'est temporaire » assura-t-il. Jusqu'à ce que Romain revienne à la raison. Seul dans cette chambre stérile, Benjamin s'effondra. Le miroir de la salle de bain, petit et impersonnel, lui renvoya un visage ravagé, joues creuses, yeux vides. La trahison ultime n'était pas celle de Romain, mais celle du système Duval, une machine qui broyait l'amour pour le bien de l'Empire. Il pensa à fuir, à sauter par la fenêtre, mais une lettre glissée sous la porte le retint, l'écriture de Romain. « Je ne signe rien. Je me bats. Tiens bon, mon amour. Le miroir nous a unis, il nous réunira. » Pourtant, les jours s'étirèrent en semaines. Des nouvelles filtrèrent, Romain, assigné à résidence au manoir, menait une grève de la faim, son corps s'affaiblissant comme un château de sable. Henri, rongé par la culpabilité, offrit des concessions, thérapie familiale, coming out progressif. Mais Elisabeth, la vraie architecte du drame, murmura à l'oreille de son mari, « Il apprendra. L'amour vrai survit aux tempêtes. » Benjamin, de son exil feutré, appris par un journal People, héritier Duval en crise, dépression ou rébellion. Le point de non-retour arriva par une nuit d'insomnie. Benjamin, fouillant la chambre, trouva un téléphone jetable caché dans un tiroir au cadeau d'un domestique compatissant. Il appela Romain. « Viens me chercher » supplia-t-il. La voix de l'autre, faible mais ardente, « Demain. Au Louvre. Minuit. Sous la Joconde. » C'était du suicide romantique, mais il n'avait plus rien à perdre. Le Louvre à minuit était un labyrinthe de ombres et de chefs-d'œuvre endormis, un palais volé aux vivants pour les rêves des morts. Benjamin s'y glissa par une entrée de service, grâce à un code fourni par Romain à un gardien complice, touché par leur histoire murmurée. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval, il traversa les salles désertes, la Vénus de Milo, bras absents comme son courage érodé, les momies égyptiennes, témoins muets de passions éternelles. Sous la verrière du salon carré, la Joconde l'attendait, son sourire énigmatique un miroir de tous les secrets du monde. Romain surgit de l'obscurité comme un spectre, amaigri, les traits tirés par la faim et l'angoisse, mais les yeux brûlants d'un feu inextinguible. « Tu es venu » souffla-t-il, et ils s'enlacèrent, corps tremblant contre la barrière de velours. « J'ai tout plaidé. Menacé de me suicider, de vendre l'histoire aux tabloïds. » Il cède. Benjamin, les larmes coulant, murmura, « Mais à quel prix ?» Romain recula, fouilla sa poche, un dossier, photocopié à la hâte. « Regarde. Ils acceptent, on reste ensemble, openly. Thérapie, soutien financier mais pas d'héritage pour moi. Je serai déshérité. » Le choc figea Benjamin. « Tu sacrifies tout ? Pour moi. » Romain hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. « L'argent et du papier. Toi, tu es ma chair, mon sang. » Ils s'embrassèrent alors, là, sous les yeux impassibles de la Gioconda, un baiser salé de sel et de sueur, chargé de tous les non-dits. Mais le répit fut bref, des pas résonnèrent dans le couloir adjacent. Des gardes ? Non, Henri et Elisabeth, silhouettes spectrales dans la pénombre, flanquées de Claire. Assez de drame, gronda Henri, la voix brisée. Venez à la maison. Parlons. Le retour au manoir fut un cortège funèbre. Autour de la table de la salle à manger, pour la première fois sans masque, la famille Duval se confronta. Henri, vieilli de 10 ans, avoua « J'ai fui mes propres démons. » Un frère, gay, ostracisé dans les années 70. Je ne voulais pas que Romain souffre ça. Elisabeth, larmes aux yeux, confessa « J'ai manipulé parce que j'avais peur de te perdre, Romain. Tu es mon unique lumière. » Claire, muette, prit des notes, le contrat révisé en main. Romain parla le premier, voix ferme malgré l'épuisement, « Je l'aime. Benjamin est mon partenaire, pas mon frère. Acceptez-le, ou perdez-moi. » Benjamin, à ses côtés,
ajouta d'une voix douce mais résolue, je ne suis pas un secret à cacher. Je suis un homme, amoureux. Le silence s'étira, puis Henri tendit la main, d'accord. Mais lentement. Pas de scandale public. Élisabeth embrassa Romain, puis Benjamin, un geste maladroit mais sincère. Bienvenue, vraiment. Pourtant, la paix était fragile comme du cristal. Les semaines suivantes furent un ballet de compromis, dîner où Romain et Benjamin s'asseyaient côte à côte, mains entrelacées sous la nappe, séance de thérapie avec un psychologue libéral, où Henri déballait ses hontes enfouies. Élisabeth, repentante, offrit à Benjamin un atelier d'écriture pour tes poèmes, dit-elle, un clin d'œil complice. Paris, soudain, s'ouvrait à eux, promenades ouvertes au champ de Mars, où Romain dessinait des plans d'une maison commune, quelque part en Provence, loin des tours de la Défense. Mais le passé, ce vampire insatiable, revint hanter. Un matin, un paquet anonyme atterrit sur le seuil, des photos volées, agrandies, de leur nuit au pont des Arts, corps enlacés, regards fiévreux. Pièce jointe, email de Claire, vendu à un tabloïd People. Scandale chez les Duval, inceste adoptif, titrait l'article Draft. La trahison de Claire, motivée par une rancune professionnelle, Henri l'avait écartée d'un deal juteux, éclata au grand jour. Romain, fou de rage, la confronta dans son cabinet du 8e, traîtresse. Tu paieras. Mais Benjamin, plus sage, tempéra, laisse. Ça nous libère. Le scandale éclaboussa la presse, un héritier gay, une adoption controversée. Henri, acculé, tint une conférence, ma famille protège l'amour sous toutes ses formes. Romain et Benjamin sont un couple. Point. Les actions de Duval Finance chutèrent de 5%, mais rebondirent vite. L'opinion publique, lassée des hypocrisies, acclama le coming out forcé. Romain et Benjamin devinrent des icônes discrètes, interview dans Télérama, où ils parlaient d'amour authentique, de résilience queer. Au milieu de ce tourbillon, leur lien se forgea en acier. Une nuit, de retour dans la salle de bain fatidique, devant le grand miroir ancien, ils se regardèrent, deux hommes, marqués mais entiers. Il nous a tout révélé, dit Romain, traçant le reflet de leurs doigts enlacés. Benjamin sourit, et nous a sauvés. Leur étreinte, lente et profonde, c'est là une intimité nouvelle au pas de feu adolescent, mais de braise durable. Pourtant, le chaos traoguettait. Henri, rongé par le stress du scandale, subit une alerte cardiaque lors d'un board meeting. À l'hôpital américain de Paris, entouré de machines bipantes, il appela Romain et Benjamin à son chevet. « J'ai été un monstre, murmura-t-il, la voix faible. Pardonnez-moi. Et protégez-vous l'un l'autre. » Il survécut, mais l'événement brisa Élisabeth, elle confessa une liaison passée, un moyen de combler le vide d'un mariage de façade. « J'ai projeté mes peurs sur vous, avoua-t-elle. » La famille, fissurée, se rebâtit pierre par pierre. Thérapie collective, dîner sans protocole, rire forcé devenant vrai. Romain et Benjamin, eux, planifièrent leur indépendance. Romain lança un studio d'architecture éco-responsable, financé par ses économies. Benjamin publia un recueil de poèmes, Miroir brisé, best-seller inattendu dans les cercles littéraires parisiens. Ils emménagèrent dans un loft du Marais, murs nus attendant leur toile, lit king-size témoin de nuits passionnées. C'est nous, maintenant, dit Romain un soir, verre de Bordeaux à la main, vue sur Notre-Dame illuminée. Benjamin, nu contre lui, répondit, et c'est parfait. Mais la vie, cette dramaturge impitoyable, réservait un dernier twist. Claire, ruinée par un procès pour diffamation intenté par Henri, tenta une rédemption, une lettre d'excuse, jointe à un chèque pour réparer. Romain le déchira, Benjamin, magnanime, le renvoya avec une note, l'amour ne s'achète pas. Pourtant, dans l'ombre, un nouveau conflit couvait, Romain, hanté par l'héritage perdu, doutait parfois. Et si je t'ai entraîné dans la misère, murmura-t-il une nuit. Benjamin, patient, répondit, la vraie richesse, c'est toi. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, et avec lui vint une sérénité chèrement acquise. Romain et Benjamin, installés dans leur loft aux poutres apparentes, cultivaient un quotidien tissé de gestes simples, café partagé au comptoir, où Romain croquait des croissants pendant que Benjamin griffonnait des verres, soirée au cinéma Le Reflet, projection de films queer comme Brokeback Mountain revisité en français. Leur amour, jadis clandestin, s'épanouissait au grand jour. Amis du Marais les saluaient d'un clin d'œil complice, et même Élisabeth, en visite hebdomadaire, apportait des gâteaux de la pâtisserie La Durée, prétexte à des conversations guindées sur l'art de vivre. Henri, rétabli mais diminué, se mua en allié improbable.
Il investit dans le studio de Romain pas par pitié, par fierté, grogna-t-il lors d'un déjeuner au Fouquet's. Montre-moi que tu vaux mieux que mes erreurs. Élisabeth, libérée de ses armures, s'ouvrit, des après-midi au Luxembourg avec Benjamin, où elle confiait ses regrets de jeunesse, un flirt avorté avec une actrice aux Folies Bergères. J'ai nié une part de moi, admit-elle, un mouchoir brodé à la main. Ne fais pas pareil. Ses aveux, goutte à goutte, recollaient les éclats familiaux en un vitrail nouveau, multicolore et imparfait. Pourtant, sous cette harmonie, des ombres persistaient. Benjamin, dont le recueil Miroir brisé avait touché une corde sensible chez les jeunes queers français, reçut des invitations, lecture à Lyon, festival à Cannes. Romain, jaloux malgré lui, masquait son insécurité derrière des sourires. Tu brilles trop, plaisanta-t-il un soir, après une dédicace bondée. Mais dans le lit, ses étreintes se faisaient possessives, comme s'il craignait que le monde ne le lui vole. Benjamin, intuitif, le confronta, c'est l'héritage qui te ronge? Ou moi? Romain, vulnérable, avoua, les deux. J'ai peur de ne pas suffire. Leur thérapie de couple, imposée par le contrat familial, devint un sanctuaire. Sous la houlette d'un psychologue aux allures de Jean Cocteau, ils dénouèrent les nœuds, la manipulation initiale de Romain, vue non comme trahison mais comme cri d'un amour désespéré, la méfiance de Benjamin, racine dans un passé d'abandon. L'amour n'est pas possession, conclut le thérapeute, mais choix quotidien. Ils émergèrent plus forts, planifiant un voyage, Rome, berceau des amours antiques, pour sceller leur engagement. Mais le destin, ce scénariste sadique, réserva un dernier acte dramatique. Lors d'une expo au centre Pompidou, Romain présentait ses plans pour un Havre queer, un centre communautaire financé par des dons post-scandale. Un ancien amant de Romain surgit des coulisses, Lucas, le professeur toxique de la Sorbonne, quarantenaire charismatique aux yeux de velours. Tu m'as remplacé par un gamin, siffla-t-il, un verre de champagne à la main, attirant les flashs des photographes. La presse, assoiffée, titra, drame au Pompidou, triangle amoureux chez les Duval. Le chaos revint en trombe. Romain, blême, nie à tout, c'est du passé. Une erreur. Mais Lucas, vengeur, diffusa des messages intimes, datant d'avant Benjamin. Il m'aime encore, mentit-il dans une interview. Benjamin, dévasté, rentra seul au loft, fracassant un vase en céramique, l'écho du verre brisé à Genève. Quand Romain revint, suppliant, Benjamin hurla, encore des secrets. Tu me testes? La dispute culmina en une nuit blanche, mots comme des lames, accusations de naïveté, de dépendance. Au petit matin, épuisés, ils se retrouvèrent sur le balcon, la scène en contrebas comme un serpent endormi. Je suis à toi, jura Romain, à genoux sur les lattes de bois. Lucas était du poison. Toi, tu es l'antidote. Benjamin, le cœur en berne, demanda, prouve-le. Romain obéit, il rompit publiquement avec son passé, une déclaration vidéo sur Instagram Mon amour est Benjamin. Le reste est cendre. Lucas, discrédité, s'effaça dans l'oubli. La presse, capricieuse, passa à autre chose, laissant les amants essoufflés mais unis. L'hiver arriva, neige rare saupoudrant les toits parisiens comme du sucre glace. Noël chez les Duval fut un miracle, dindes rôties, cadeaux emballés avec soin pour Benjamin, un billet pour Détroit, pour clore ton chapitre, dit Henri. Romain offrit un collier en argent, gravé et miroir éternel. Élisabeth, émue, porta un toast à l'amour qui guérit. Pour la première fois, la maison résonna de rire vrai, sans sous-texte. Le printemps ramena la renaissance. Romain et Benjamin, fiancés dans l'intimité d'un notaire discret, préparèrent leur union, une cérémonie civile au Marais, entourée d'amis et de la famille repentie. Le jour J, sous un ciel azur, devant le même pont des Arts, ils échangèrent des vœux, dans les reflets et les ombres, je te choisis. La presse, conviée, transforma l'événement en fable moderne des cendres à l'arc-en-ciel. Des années plus tard, dans leur maison provençale aux pierres blondes, vigne en terrasse, Benjamin écrivit la fin de leur histoire. Romain, grisonnant prématurément mais toujours athlétique, lisait ses épreuves au coin du feu. C'est humaniste, commenta-t-il, un baiser sur la tempe. Comme nous. Henri et Élisabeth, grands-parents honoraires via des neveux adoptifs, visitaient souvent, portant des paniers de lavande. La vie, avec ses drames et ses grâces, s'était pliée à leur volonté. Et le miroir, ce vieux complice, trônait dans leur chambre, non plus accusateur, mais gardien de vérité révélée. Dans son verre poli, deux hommes s'aimaient, librement,
humainement un amour forgé dans le feu, poli par les tempêtes, éternel comme Paris elle-même.